Pour moi, Crescendo, c'est une évolution lente, mais certaine. On évolue lentement, mais certainement on avance. À mon parcours, j'ai commencé comme travailleur social. J'ai fait une formation d'éducateur spécialisé. Et au fur et à mesure des évolutions de mes fonctions, je souhaitais acquérir d'autres expertises, d'autres savoirs, d'autres connaissances. Donc j'ai fait des formations au fur et à mesure. Alors je n'ai pas fait dire toutes les formations que j'ai faites là, mais essentiellement deux formations qui m'ont amené aujourd'hui à exercer les fonctions que j'exerce. La première, c'est CAPDES, qui est le certificat d'aptitude de fonction de direction, délivré par l'École des hautes études de santé publique de Rennes. Et une deuxième formation, un peu plus tard, c'est un master management général cas dirigeant à l'ESSEC. La Rose de Vent est une association qui s'engage à accompagner nos concitoyens les plus en difficulté, les plus fragiles. Et dans un champ assez vaste. Ça part de l'hébergement d'urgence, à la santé, à l'insertion par l'activité économique et aussi dans l'enfance, puisque depuis peu nous avons des activités liées à l'instruction de l'enfance. Donc nous avons des activités de plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, mais avec le seul prisme, c'est d'accompagner nos concitoyens les plus en difficulté et les plus fragiles. Alors, très concrètement, lorsqu'une personne est à la rue, une famille, c'est pas seulement des isolés, nous accueillons aussi des familles. Lorsqu'une famille est à la rue, elle fait un appel du 115, ce qu'elle appelle le numéro d'appel d'urgence. Nous gérons le 115 pour la Seine-et-Marne. Je suis directeur général depuis très peu d'une autre association dans les Yvelines qui s'appelle ACR. Et ACR gère aussi le 115 dans les Yvelines. Donc nous accueillons les premiers appels d'urgence de ces familles. Nous essayons de trouver une solution d'hébergement, d'abord dans des centres d'hébergement financés par l'État pour accueillir ces personnes. Lorsqu'il n'y a pas de place dans ces centres d'hébergement d'urgence, nous finançons une place d'hôtel pour ces familles, le temps qu'une place se dégage dans les centres d'hébergement d'urgence. Alors une petite indication, nous avons à peu près 94 000 appels répondus par an. Ce n'est pas le volume d'appels que nous avons, il est bien plus conséquent, mais les 94 000 sont les appels que nous traitons et pour lesquels nous apportons des solutions d'hébergement, et là c'est en urgence. Et nous avons aujourd'hui dans des nuitées hôtelières, puisque à défaut de ne pas pouvoir trouver des places dans les centres d'hébergement, nous mettons les familles à l'abri, nous gérons 894 places, pas loin de 900 000 places de nuitées hôtelières où nous y mettons essentiellement des familles, puisque le volume fait qu'on se préoccupe d'abord des familles à cause des enfants. Alors, une illustration de ce que nous faisons. Pour les questions de santé, nous avons en sortie d'hôpital, quand des gens sont hospitalisés, aujourd'hui, vous sortez d'hôpital, la convalescence, vous les passez à domicile, une infirmière vient faire des soins de suite. Beaucoup de gens à la rue, quand ils ne peuvent pas sortir de soins, donc les hôpitaux les maintiennent encore le temps de la convalescence, ça occupe inutilement des lits d'hôpitaux. Donc nous avons des financements de l'Agence régionale de santé sur des activités spécifiques qu'on appelle les liens de soins santé. Nous accueillons des personnes. Ce service que nous gérons, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux. Donc nous accueillons les patients. Le soin de suite qu'ils feraient chez eux, nous le faisons là dans notre établissement avec des médecins et des infirmiers qui prodiguent des soins. Et quand les personnes vont mieux, elles sont orientées vers une structure qui les accueille. Nous avons une équipe mobile psychiatrique pour précarité cette équipe va au-devant des personnes à la rue atteintes de pathologie ou lorsqu'on nous alerte, puisque beaucoup de gens très fragilisés à la rue ont des soins, mais pour lesquels ils ne vont plus vers les soins et ils ne vont plus dans les hôpitaux. Et nous accompagnons, nous allons au-devant de ces personnes. Donc nous avons différentes activités, et je vous disais, l'insertion par l'activité économique, c'est remettre des gens à l'emploi,
Beaucoup de nos concitoyens ont eu des vies de chômage assez longues, des moments de fracture dans leur vie. Et l'insertion par l'activité économique sert à les remettre en emploi tout doucement, à leur rythme, mais avec une vraie exigence. Quand je dis à leur rythme, c'est parce qu'ils sont embauchés 24 heures par semaine, ils ne peuvent pas prendre un emploi à temps plein. Dans un premier temps, mais nous accompagnons jusqu'à un emploi à temps plein et vers des activités après d'emploi classique. Voilà. Donc nous avons je parlais des jeunes que nous accueillons des jeunes qui, pour certains des mineurs non accompagnés, des étrangers, et que nous accompagnons vers une insertion, puisqu'il faut à la fois les adapter au nouveau mode de vie, de culture, de compréhension des logiques dans le pays dans lequel ils sont, tout en les accompagnant dans un parcours d'insertion. J'exerce la fonction de directeur général. Alors, le directeur général est chargé de mettre en musique l'ensemble des compétences qui l'entourent. Donc il y a des fonctions support, il y a un comité exécutif avec des directeurs de fonctions support qu'on appelle communément DRH, DAF, secrétaire général, une directrice hors de service. Voilà, donc c'est qu'on retrouve dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle entreprise. Nous sommes entourés de ces collaborateurs qui accompagnent par la fonction support les directeurs d'activité pour que ces activités soient menées au mieux avec des cadres intermédiaires, des cadres dirigeants avec des fonctions intermédiaires qui sont des chefs de service, avec des cadres techniques, psychologues, médecins. Voilà. Donc nous avons autour de l'ensemble de nos activités des professionnels, de terrain aussi. Donc le directeur général est chargé d'accompagner l'ensemble de ces fonctions, de les manager, de telle sorte que chacun produise le meilleur. Il y a des délégations qui apportent des fonctions de directeur. Nous sommes en train de créer de nouvelles fonctions, des directeurs de pôle, puisque nous sommes en train de définir en 3 grands pôles. Nous avions plusieurs activités. Nous sommes en train de définir en 3 grands pôles l'ensemble de la Rose de Vent. Et ces directeurs de pôle devront accompagner les directeurs d'activité. Voilà, donc le directeur général a cette mission qui lui est confiée par le conseil d'administration d'accompagner l'ensemble de l'activité. L'association d'abord continue à se développer sur son cœur de métier, puisque aujourd'hui nous répondons à des appels à projets ou à des appels d'offres, et afin d'obtenir de nouvelles missions, nous sommes actuellement dans des réponses d'appels à projets pour l'accompagnement de jeunes mineurs. Nous sommes dans des appels à projets pour répondre à des lits d'accueil médicalisés, qui est notre pendant des lits d'action santé dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, la Rose de Vent est définie en 6 activités fortes. Il y a l'enfance, il y a l'hébergement d'urgence, il y a la santé, il y a l'insertion par l'activité économique, et il y a l'urgence pure avec le numéro d'appel des sans-abri. Donc nous continuons de développer. L'enjeu pour nous, c'est à la fois de sortir de notre périmètre d'activité. Nous sommes prêts à aller vers d'autres activités nouvelles qui sont dans notre secteur d'activité, que nous connaissons. C'est le handicap, par exemple, sur lesquels nous n'avons pas aujourd'hui d'action. Nous avons des actions sur les questions de l'enfance que nous n'avions pas. Donc nous allons vers, et il y a aussi le secteur des personnes âgées, avec les EHPAD. Nous sommes prêts à aller sur différents champs de notre secteur d'activité. Donc nous sommes mobilisés autour de ces projets. Et nous avons un défi nouveau, c'est de créer des activités lucratives pour pouvoir apporter dans nos réflexions des expérimentations et de l'innovation. N'importe quelle entreprise aujourd'hui qui veut innover regarde ses fonds propres, se dit on est capable d'apporter une expérimentation, une innovation, et elle y va parce qu'elle est en mesure dans son organisation financière de le faire. Nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas le faire, d'abord parce que chaque activité est fléchée à un financeur. On ne peut pas décider qu'on prenne de l'argent d'un financeur pour expérimenter autre chose sans son accord. Ça appauvrit l'esprit d'initiative et d'innovation que nous avons. Et pour nous lancer le défi, ce défi, c'est de créer une activité lucrative
dont nous avons la maîtrise relative, puisque après il y a toujours risque, mais nous mettons au défi de créer une activité lucrative dont les bénéfices iraient à la fois à renforcer les fonds propres de l'association, bien évidemment, mais ces fonds propres pourraient utiliser, ces fonds propres renforcés par une activité lucrative, pourraient être utilisés pour innover, pour expérimenter des actions toujours en faveur des populations les plus fragiles. C'est ce qui m'a intéressé justement dans cette passerelle de mon parcours entre l'école des hautes études de santé publique, où on apprend à gérer de façon rigoureuse le fonds public, et l'esprit d'entreprise qu'on trouve dans la formation à l'ESSEC. Je suis en train d'allier les deux, continuer de gérer avec rigueur le fonds public. Ce sont les impôts de nos concitoyens que nous devons gérer avec beaucoup de rigueur. Et il faut continuer d'innover, d'expérimenter. Et la dimension entrepreneuriale me paraissait un bon équilibre pour ne pas être complètement dans l'un ou dans l'autre. Mais je me trouve tout à fait à l'aise dans une projection dans l'un et dans l'autre. Alors, personnellement, j'ai connu l'échec parce que je me suis retrouvé dans une situation où je souhaitais apporter des innovations dans une activité. J'étais directeur dans un établissement, je souhaitais apporter des choses innovantes. J'étais directeur adjoint. Le directeur qui était le patron de l'activité m'a trouvé trop entreprenant, en décalage avec l'environnement dans lequel nous étions. Je pensais le contraire, mais le patron a toujours raison, donc il a raison. Je suis parti avec beaucoup de frustration parce que je pensais qu'il y avait vraiment des choses à mettre en œuvre, des choses à faire, évoluer, des idées nouvelles à apporter. Et j'ai retenu de cela que même si on croit avoir raison, il faut savoir composer avec son environnement. Il ne faut pas se renier, absolument pas, mais avoir raison tout seul, ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir accompagner, il faut pouvoir se convaincre autour de soi et accompagner ses idées. Et la meilleure façon d'accompagner ces idées, c'est de trouver de l'adhésion autour de soi. Alors peut-être qu'à l'époque, j'étais un peu trop jeune, je ne savais pas le faire. Peut-être que je ne sais toujours pas trop le faire, mais quand on est directeur, du coup, on entraîne les autres avec soi. C'est plus compliqué pour moi. C'est plus simple pour moi aujourd'hui de dire j'y crois et allons-y. Mais ce que j'ai retenu quand même, c'est que même si je suis le directeur général aujourd'hui, je travaille toujours avec l'adhésion de mes collaborateurs. Et c'est pas parce qu'on est à la tête d'une activité qu'on mène seul les personnes. D'ailleurs, les personnes sont toujours très très vigilantes parce qu'elles ont des convictions, elles ont des idées, elles ont des valeurs, elles ont des choses auxquelles elles croient et elles ne se laissent pas mener n'importe comment et n'importe où. Donc la notion de travailler avec les convictions des autres est pour moi essentielle. J'en ai fait les frais une fois, hein. Je croyais avoir raison, j'étais certain d'avoir raison et je me suis dit allez on y va, il comprend rien, allez, il faut y aller. J'ai compris qu'il n'avait peut-être pas tout compris, il avait compris une chose, c'est qu'on ne peut pas aller seul et je ne peux pas aller seul. Bon, voilà, j'ai compris qu'il faut aller avec les autres et ça a été pour moi une belle leçon. Oui, on a très vite fait de mettre les associations du côté de ce qui ronronne. Voilà, on est toujours dans la même misère. Voilà, le handicap, les gens sont handicapés, il n'y a pas grand-chose à faire. On veille sur les gens handicapés. L'exclusion, il n'y a pas grand-chose à faire, on veille sur les gens en exclusion, on essaie de trouver des petites solutions. L'enfance inadaptée, les enfants sont en difficulté du fait de leurs parents ou de leur environnement. Mais c'est pas vrai, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a de vraies richesses humaines à en tirer, mais au-delà des richesses humaines, il y a une vraie expertise à construire. C'est pas simplement l'âme charitable avec laquelle on vient, il y a des compétences, il y a une expertise, une vraie dynamique à avoir, et il y a au-delà de cela un secteur en pleine évolution. Moi je suis entré dans ce secteur, j'étais relativement jeune, ce secteur il est loin de ce que j'ai connu aujourd'hui. Et c'est l'une des choses que j'apprécie, d'ailleurs autour de moi tout le monde n'est pas d'accord, mais la mise en compétition à travers les appels à projets crée une vraie émulation. À l'époque c'était le président le plus influent qui venait
voir une telle autorité en disant nous avons de vraies matières grises, nous avons la possibilité de monter ce projet, faites-nous confiance et on va le faire. C'était très souvent vrai d'ailleurs, c'est comme ça que les associations ont évolué, mais il y avait des associations qui étaient très dynamiques, mais qui n'avaient pas autour d'elles, dans le conseil d'administration, des personnes influentes qui pouvaient toucher les autorités en disant nous sommes en but. Aujourd'hui, les appels à projets mettent tout le monde à même niveau. Et il y a de vraies compétitions, une vraie émulation. Alors dans notre secteur, quand on parle de compétition, il y en a qui s'agacent. Je parle du coup plutôt d'émulation pour ne pas le heurter. Une vraie émulation, et je pense que cette émulation nous enrichit et nous tire tous vers le haut. Parce que au moins, je me dis, qu'est-ce qu'il a mis en place pour obtenir le projet? Je vais essayer la prochaine fois, lorsqu'il a le prochain appel à projet, de faire aussi bien, si mieux. Et je pense que dans notre secteur, on est arrivé tout doucement à comprendre ces logiques d'émulation, de compétition entre, une compétition amicale, une vraie compétition quand même, mais en même temps aussi de garder une certaine valeur humaine. Et puisque les excédents que nous faisons quand nous savons gérer, nous ne distribuons pas cet argent entre dirigeants, nous les réinvestissons dans l'activité pour laquelle nous sommes censés accompagner au mieux. Et je pense qu'il y a une vraie dynamique nouvelle dans notre secteur, il y a une vraie émulation, il y a de vraies expertises. On voit aujourd'hui de grandes écoles venir dans le monde du secteur associatif et je pense que c'est l'une des grandes richesses aujourd'hui de notre secteur. Alors c'est frustrant parce qu'en fait on est récompensé du travail de ses collaborateurs. Parce que ceux qui sont sur le terrain au quotidien, qui vont au plus près des personnes. Je vous donne un exemple. Nous avons une activité qui est accompagner le démantèlement des bidonvilles dans lesquels se trouvent des familles roms. Ce travail-là, où il faut arriver le matin à 6 h avec ses bottes, sous la pluie, sous la neige, dans la boue, je ne le fais plus, moi, depuis longtemps d'ailleurs. Je ne sais même pas si que je l'ai déjà fait depuis que je suis directeur général. Mais ceux qui le font, c'est ceux qui vont vraiment au contact des publics et avec une grande motivation et un savoir-faire. In fine, c'est le directeur général qui a la Légion d'honneur. C'est un peu injuste dans ce cas-là. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais je me dis, c'est au travers de moi leur travail qui est récompensé. Bon, voilà, la Légion d'honneur m'a été donnée pour l'ensemble des missions que nous menons. J'en ai dit quelques-unes, mais la Rose Évangère, une trentaine d'établissements et services, avec 300 collaborateurs. Nous sommes dans une démarche de rapprochement avec notre association dans les Yvelines, ACR. Donc nous allons créer une forme alors en langage business, on dira de holding pour gérer les deux entités. Mais dans le secteur, on dira d'union d'associations pour gérer les deux associations. Donc je serai directeur général de ces deux entités. Il y a une vraie dynamique, mais tout ça est poussé par des collaborateurs compétents, capables d'apporter du changement, capables d'accompagner. Et je pense qu'il y a des évolutions fortes. Et l'ensemble de ces activités touche quelquefois des choses assez sensibles. Nous avons été, dès le début, assez sensibilisés aux familles en souffrance lorsqu'un jeune est radicalisé. Donc nous avons une action aussi auprès de ces familles dont un jeune se trouve radicalisé, parce que il y a le jeune, mais il y a aussi tout ce que cela génère autour de lui comme souffrance, comme incompréhension autour de lui et plus précisément dans sa famille, et nous avons pris cet engagement. Donc il y a plusieurs actions que nous menons et que des acteurs mènent sur le terrain et qui fait que nous sommes assez souvent dans diverses actions. Peut-être que au travers de la qualité des uns et des autres, en fait, nous sommes tous, du coup, nous avons tous la Légion d'honneur, c'est moi qui la porte, mais en fait, elle est partagée.